Bonjour les amis. Je fais cette vidéo pour un peu inviter à une discussion, réflexion sur un sujet qui aujourd'hui occupe beaucoup le débat public, notamment la question du racisme. Je vais commencer un peu par vous parler du racisme dans, on va dire, dans un contexte assumé, parfois même revendiqué, d'un racisme violent. Et ensuite, je vais aussi vous parler un peu du racisme lorsque celui-ci est moins assumé, qu'il est insidieux, parce que c'est l'expression la plus large et la plus commune du racisme, et cette version-là qui est vraiment insidieuse, subtile et qui est permanente. Il y a 12 ans, j'étais à l'école d'infirmier, j'étais à l'ESSI Golbos à Paris. J'étais délégué de ma promo, on était en deuxième année. On avait un flyer là, qui était arrivé, vous savez, soirée infirmière au duplex. On avait décidé avec les collègues d'y aller. Et voilà, on s'était donné rendez-vous à l'entrée du duplex. Moi, j'étais parti avec une collègue qui s'appelait Lauriane, qui habitait mon quartier. Donc, on habitait dans le 15e à l'époque, on avait covoituré. Du coup, on discutait, les collègues sont arrivés, on s'est mis en marche pour entrer. Bon, comme je discutais avec Lauriane, on était derrière. Au total, il y avait 6 filles, et 3 garçons. Donc, on s'est mis à entrer comme ça, et à la fin, comme j'étais derrière, le gars m'a dit, monsieur, pour vous, c'est pas possible. Je ne comprenais pas, je dis, comment ça, c'est pas possible, on est tous ensemble. Je dis, on est tous ensemble. Il me dit, oui, mais c'est pas possible pour vous, monsieur, au revoir. Et j'étais là, que bleu. Bon, Lauriane s'est arrêté, les autres, ils se sont retournés. Et il y en a un, je me rappelle bien, un des garçons, qui me dit, je crois que c'est un problème de parité. On était 6 filles, 3 garçons. Mais il m'a dit, je crois que c'est un problème de parité, il faut attendre l'autre groupe. Donc, ils sont tous entrés. La fille avec qui j'avais covoituré, elle est restée. Elle ne comprenait pas. Ils nous ont dit, vous vous mettez sur le côté. Ils lui ont proposé si elle voulait rentrer. Elle a dit, bah non. Du coup, on est resté là. Bon, je ne comprenais pas. J'étais là, naïf. Après, il y a un autre groupe, comme on s'était donné rendez-vous à plusieurs, qui est arrivé, avec un collègue qui était plus âgé, Jean-Pierre, qui était venu avec 3 filles, tout seul. Je lui ai expliqué. Il me dit, bah écoute, c'est compliqué parce que voilà, lui, il était seul avec 3 filles, moi avec Lauriane. On s'est dit, on réessaye. On réessaye. Le gars me dit, monsieur, je vous ai dit, vous, c'est pas possible. Et donc Jean-Pierre, il s'est énervé. Non, mais c'est pas normal, machin, qu'est-ce qu'il y a? Il est bien habillé, il est pas bourré, machin, vous n'avez pas le droit de lui empêcher. Et ils lui disent, ben vous aussi, ben monsieur, vous restez à côté. Et donc les 3 filles qui l'accompagnaient sont entrées, et donc on est resté Jean-Pierre, moi et Lauriane. Il était rouge, bon, moi j'étais énervé comme ça, parce que c'est vrai que t'encaisses un choc. Et du coup, il a vu qu'en face, il y avait sur la place Étoile des flics qui patrouillaient, qui marchaient, qui patrouillaient à pied. Il est allé les voir, il leur a dit ouais, machin, il leur a expliqué la question. Le gars leur dit bon, c'est vrai que c'est pas normal, ils n'ont pas le droit, mais nous, on ne peut pas intervenir. On n'intervient que quand il y a de la violence à l'entrée. Donc, par contre, vous pouvez marcher là, descendre et aller faire déposer une main courante au commissariat du 16e. On s'en foutait. On a été avec Lauriane et Jean-Pierre boire un verre. Et puis chacun est rentré. Et ça, c'est il y a longtemps. Le lendemain, on s'est revus, parce qu'en fait, les collègues, on mangeait ensemble le midi. Ça faisait 2 ans qu'on était ensemble à l'école infirmière. Tous les jours, on mangeait au self à midi. Et en fait, j'ai eu une incompréhension déjà, parce que j'étais choqué, moi, pas par le fait qu'on me dise non, tu rentres pas, mais par le fait que ces gens-là, avec qui j'étais de compagnie tous les jours, pour eux, c'était normal, c'était complètement normal. Il n'y avait eu aucun tic, aucune hésitation de se dire qu'on sorte ensemble et qu'on dise, il y a un d'entre vous, le seul qui est noir, il ne rentre pas, vous rentrez, vous continuez à vous amuser. Ils sont rentrés et que ça ne leur a pas posé de questions. Qu'il y a même un qui m'est sorti, je crois que c'est un problème de parité. C'est quelque chose, sur le coup, qui m'a pas mal affecté, mais je suis passé vite à autre chose. Hein. Je dis, on se réveille, quoi. Ça, c'était il y a 12 ans. Aujourd'hui, je suis infirmier depuis bien longtemps maintenant. Je travaille dans la banlieue entre la France et la Suisse, dans la frontière. Et il n'y a pas si longtemps, je suis allé faire un soin chez une personne âgée. Je suis arrivé, c'était un dimanche matin, et je dis bonjour, je suis l'infirmier du CMS. Elle met ses lunettes, elle met son appareil, elle me regarde, je dis bonjour, je suis l'infirmier du CMS. Elle me dit, alors, j'avais dit clairement au centre que je ne veux pas de noir et je ne veux pas d'homme, et qu'est-ce que je vois dans mon salon? Un homme noir. Elle me sort ça comme ça. Moi, je lui dis, écoutez, je pense que le centre essaye de faire au mieux, surtout là en cette période de pandémie, et ils avaient surtout le souci de vous envoyer un infirmier qualifié, quoi.
Elle me dit, oui, mais vous comprenez, nous, de notre génération, on n'a pas l'habitude. Je sais bien que ce n'est pas votre faute si vous êtes comme ça, mais nous, à la campagne, on n'a pas l'habitude, vous comprenez? J'ai dit, oui, madame, j'entends bien. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on est dimanche, on fait le soin ou je rentre leur dire que vous voulez. Ben, vous êtes là, il faut bien qu'on fasse les soins. Donc, on fait les soins. Je dis, ben, j'essaierai de faire en sorte que vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre hommes et femmes, mais entre noir et blanc, dans les soins infirmiers. Et au bout de 3/4 d'heure, on avait fini. Et quand je suis parti, elle m'a dit merci, merci, encore je suis désolé, mais vous comprenez bien, nous on n'a pas l'habitude. Donc je vais m'arrêter là sur ces exemples-là de ce que j'appelle moi racisme violent, assumé. Et maintenant je vais vous parler du racisme dans son expression quotidienne, c'est-à-dire lorsqu'elle est insidieuse et permanente. Cette perception que tu es essentialisé à la couleur de ta peau. Je veux dire, tu peux être médecin, ingénieur, avocat, tout ce que tu veux. Quand tu viens, les gens ils ne te connaissent pas encore. La première chose qu'ils voient, c'est que c'est un noir. C'est pas la première chose qu'ils voient. Ça, à la limite, on s'en fout parce que c'est flagrant. Mais c'est la seule chose qu'ils voient. Et du coup, dans la plupart des cas, tu es limite sommé de justifier de tes compétences. Et ça, c'est insidieux. C'est insidieux parce que c'est pas verbalisé. C'est pas verbalisé, mais c'est fait de sorte que tu dois, quand tu es dans un cursus de travail comme ça, quand tu n'as pas fait tes preuves encore, il faut que tu fasses plus que les autres parce que il faut que tu justifies de tes compétences. Je veux dire, inconsciemment, l'homme blanc a une image de noir, c'est ça, c'est catalogué à ça, et quand tu viens avec une case qui ne correspond pas à cette image-là, il faut que tu justifies formellement que tu maîtrises les compétences pour te mettre dans cette case. Et ça, c'est insidieux, mais c'est quotidien. À tel point que nous, on l'a intégré. Moi, par exemple, dans ma pratique quotidienne, je ne vous dis pas l'énergie que je perds dans mes pratiques de soins, quand j'arrive parfois chez certaines personnes, juste à leur montrer que je sais faire mon travail. Elles ne me le demandent pas formellement, nommément, mais entre des questions sur des traitements qu'elles ont depuis 15-20 ans, qu'elles ne posent pas à des collègues, entre des questions qui sont parfois plus directes, mais vous avez fait vos études chez nous, mais vous êtes sûr que vous êtes infirmier, que tu viens, tu te présentes chez l'infirmier que vous avez appelé pour prendre rendez-vous pour la prise de sang, et est-ce que vous êtes sûr que vous êtes infirmier? Des fois, je prends du recul, je dis non, à la base, je suis marabout, mais comme il manque des infirmiers en France, je me suis proposé, ils m'ont accepté. Mais vous verrez, ne vous inquiétez pas, c'est la même chose. Vous voyez, c'est un peu ridicule. Et parfois, par le ridicule, on arrive à mettre le point sur la bêtise des gens. Et moi, ces comportements-là, maintenant, je veux dire, c'est tellement fréquent que c'est intégré dans le quotidien. On intègre que ça fait partie, je veux dire, limite de mes compétences, de rassurer l'autre sur le fait que je suis compétent pour faire ce métier-là. Vous voyez, quand j'ai monté mon cabinet, j'étais avec un jeune collègue qui avait 15 ans de moins que moi, qui avait 4 ans de diplôme et qui était très compétent aussi, mais je veux dire, quand on allait voir de nouvelles personnes, notamment des personnes âgées, je veux dire, il ne se posait jamais la question de savoir est-ce qu'il doit vérifier montrer qu'il est infirmier ou pas. Il vient, il se présente, c'est l'infirmier, il fait son travail. Et à cette époque, moi-même qui avais monté le cabinet, qui avait 10 ans de diplôme, à chaque fois, une fois par semaine au moins, on me demandait si j'étais vraiment infirmier. Je suis arrivé chez une dame qui m'a demandé de lui prouver une carte, avec ma carte, que j'étais infirmier, alors que c'est elle qui m'avait appelé pour intervenir chez elle. Tout ça, c'est des choses, voilà, pour vous dire que le racisme s'exprime parfois de manière violente, mais la plupart du temps de manière insidieuse et permanente. La deuxième chose que je voudrais aborder, c'est le fait que pour vous, la majorité blanche de ce pays, je ne parle pas à des blancs, là, mais je parle à tout le monde, et là, précisément pour la majorité blanche de ce pays, le racisme, c'est quelque chose qui est incompréhensible, parce que maintenant, j'entends bien qu'il y a des gens qui parlent de racisme anti-blanc. C'est de la même manière qu'on essaie toujours, quand on évoque un problème, de mettre un problème à côté pour dire que c'est égal, c'est la même chose, et donc comme ça, on ne parle plus de rien. Mais l'expression du racisme, vous ne pouvez pas le comprendre, parce que vous ne pouvez pas le vivre, vous ne l'avez jamais vécu. Ici en France, dans ce pays, qu'on a en commun, parce que c'est aussi mon pays, comme la plupart des gens qui parlent de ça, le premier problème, c'est qu'ils sont dans leur pays, qu'ils aimeraient bien se sentir considérés comme un citoyen de leur propre pays, et que cette image que la société majoritairement leur envoie, cette image-là,
la société ne vous l'enverra jamais. Donc vous ne pouvez pas comprendre cette perception-là. Pour autant, c'est une tentation que je peux entendre. C'est un malaise, pour le coup, c'est un malaise, et qui engendre un déni. Un déni qui fait que, à chaque fois que ce genre de problème est évoqué, même lorsque c'est flagrant, il y a toujours quelqu'un qui vient dire: non, mais vous savez, si ça se trouve, c'est à cause de ça. Ou non, non, si c'est parce que vous êtes peut-être une femme. Ou c'est parce qu'il y a ceci, ou c'est parce qu'il y a cela. Et il y a toujours quelque chose pour essayer de te faire croire que soit tu interprètes mal, soit tu es trop sensible, soit tu es susceptible, mais qu'il n'y a pas vraiment une question de racisme latent. C'est pas parce que tu es noir. Tu vois ce que je veux dire? Donc non seulement la chose elle est avérée, mais on vient t'expliquer que non, en fait, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, ça doit être autre chose, mais c'est toi qui le vis mal, c'est toi qui le vis comme ça. Et de là, en fait, à dire que tu te victimises, il y a un pas, et c'est souvent ce pas-là est franchi. Non seulement on ne se joint pas pour condamner quelque chose qui est légitimement condamnable, je veux dire, par humanité, mais non seulement on ne fait rien, mais quand toi, tu vas le pointer, on va finir par te dire que tu es en train de te victimiser. Vous comprenez? Moi, j'ai toujours pensé que le mot victimisation est un terme qui a été créé par le bourreau pour nier à sa victime le droit même de se plaindre, tu vois. Je fais de toi ce que je veux et même te plaindre, tu ne peux pas, parce que quand tu vas te plaindre, je vais dire que tu te victimises. Mais on s'en fout, parce que l'idée, c'est pas de se plaindre ou pas. Moi, ce que je voudrais là, c'est vous inviter à une réflexion, à vraiment une mise en question, une remise en question, parce que ça, c'est quelque chose qui est très compliqué dans cette société. Dans cette société à majorité blanche, je n'aime pas généraliser, mais en même temps, quand on parle de comportement qui touche une majorité d'individus, à un moment donné, on peut schématiser, on peut généraliser pour expliquer. Et puis, pour une fois, ça vous fera pas de mal d'être un peu mis dans un même sac. Vous avez l'habitude, hein, tous les jours. Je rigole. Bon, bref, pour dire que en face de ce racisme qui peut être insidieux et violent, et de ce déni, nous avons une forme de stagnation. Parce qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire quand on refuse de voir quand il y a un phénomène qui est omniprésent, qui est permanent, mais qu'on refuse de voir, dont on refuse de parler, de fait, on rend ce problème inexistant, et un problème inexistant n'appelle pas à une recherche de solution. Ça nous ramène sur cet événement qui est arrivé, qui est la mort de George Floyd. Les personnes qui ont vu la vidéo peuvent s'accorder sur une chose. Honnêtement, je pense qu'on peut quand même s'accorder sur le flic a causé la mort de la personne qui était au sol. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur laquelle on peut s'accorder, c'est la personne qui était au sol, menottée sur le dos et plaquée sur le ventre, ne présentait aucun danger au moment où les événements sont arrivés. Vous pouvez essayer de vous mettre les mains sur le dos et de vous coucher sur le ventre. Essayez de vous relever sans vous casser la gueule, c'est pas gagné. Donc, sur ces deux constats-là, on peut être d'accord. Moi, je rajoute le constat que j'ai fait, c'est quand je regarde la vidéo, je lis dans les yeux, dans les regards de l'homme, je lis l'impunité. Moi, ce que je lis dans son regard, c'est « il ne va rien m'arriver ». La main dans la poche, comme ça, il ne va rien m'arriver. Et ce qu'on a constaté après les faits, c'est une première communication pour dire que la victime avait été violente, avait fait de la résistance. Donc quelque chose que contredit ce que nous avons vu. La deuxième chose, c'était la victime est décédée d'une défaillance médicale. Une autre déclaration que contredit ce que nous avons vu. Et ces deux déclarations-là ont comme objet d'interpréter ou d'expliquer le regard du flic dont j'ai parlé, c'est l'impunité. C'est la conclusion qu'il n'a rien fait de grave. Et pour moi, personnellement, ce qui me dérange beaucoup dans cette histoire, ce qui me met en colère, c'est ça. C'est le fait que cette impunité-là, elle était palpable, elle était visible et elle a été montrée après. Pour schématiser, je vais vous dire, je vais prendre deux exemples. Vous, chez vous, si vous prenez un chat ou un chien que devant la caméra vous le tuez, je pense qu'on n'attendra pas que les amis de Brigitte Bardot s'activent pour vous condamner de manière unanime. Je pense aussi que la police viendra vous chercher et vous serez poursuivi pour barbarie sur animal. Et je pense que s'il y a des personnes qui osent prendre la parole pour essayer de vous défendre en disant c'est un peu disproportionné, eux-mêmes se feraient lyncher parce qu'ils seraient complices de cette barbarie. Si vous faites ça à un animal. Deuxième chose, je pense que si Donald Trump en personne tuait un autre individu autre que noir face caméra,
Je pense que Donald Trump en personne se ferait arrêter parce qu'il a beau être le président des États-Unis, il n'est pas immunisé, il n'a pas d'immunité contre un crime commis de sang-froid et de flagrant délit. Donc ces choses-là, mis en miroir avec le fait que cette personne-là, il a commis ce crime-là et il ne se passe rien, la seule conclusion que moi je peux en tirer, c'est parce que la victime, elle est noire. Vous pouvez, si vous voulez, appeler ça de la victimisation ou ce que vous voulez. Moi, c'est un constat que j'en tire, je n'arrive pas à en tirer un autre. Si vous en avez d'autres, vous m'expliquez. Deuxième chose, du coup, pour étayer ceci, on arrive en France, en marge d'une marche des Gilets jaunes, M. Finkielkraut s'est fait insulter de sale juif. Il y a eu un émoi collectif, il y a eu une réaction très forte pour condamner ces propos. Des députés ont appelé à une marche nationale pour condamner la haine. Et la presse, dans son intégralité, s'est joint, a été solidaire à cette idée. La classe politique, dans son intégralité, a été solidaire à cette idée. La population, dans sa grande majorité, a été solidaire à cette idée. Même ceux qui n'ont pas pu se déplacer pour marcher, ils ont été solidaires et c'est compréhensible. Et pour moi, c'est aussi compréhensible parce que je pense qu'il y a des causes qui sont humainement universelles, qui ne doivent souffrir d'aucune réserve, d'aucune distinction et d'aucune hésitation. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrivait cette marche. Personne ne s'est aventuré à dire « Oh, attendez, pourtant Finkielkraut, c'est un gars qui défend le sionisme occupationniste, c'est un gars qui sort souvent des machins. » Non, on a fait la part des choses. Finkielkraut, il peut faire ce qu'il veut, il peut dire ce qu'il veut, dans son expression. Là, on l'a insulté pour ce qu'il était et c'est inacceptable. Et pour moi, ça, ce sont des valeurs universelles, en tout cas qui devraient l'être. Dans le même cadre, on a eu Christiane Taubira, ministre de la Justice, à l'époque, qui s'est fait insulter sur les réseaux sociaux, traiter de singe avec des bananes et compagnie. Elle était à l'époque ministre de la République. Et je n'ai pas vu un consensus médiatique pour condamner ça. Je n'ai pas vu un consensus politique pour condamner ça. Encore moins un consensus populaire pour condamner ça. Plus proche de nous, on a M. Zemmour qui tous les jours sort des infamités dirigées à des catégories de la population. Et on peut avoir des avis différents sur des questions comme ça. On va avoir plein d'avis d'ailleurs, on peut se positionner comme on veut, mais on a une référence en République, c'est la justice. Et M. Zemmour a été condamné à 2 reprises, au moins, par la justice de la République pour incitation à la haine raciale. Donc quand la justice met une condamnation après un débat contradictoire, normalement ça fait jurisprudence. Et le même monsieur est toujours sur les mêmes plateaux pour sortir les mêmes propos. Et en dehors de condamnation médiatique, en dehors de condamnation politique, en dehors de condamnation populaire, les personnes qui sont visées par ces propos, lorsqu'ils ont décidé de manifester, se sont trouvés opposés à un lynchage médiatique parce qu'ils étaient contre la liberté d'expression. Moi, j'appelle ça la liberté d'insulter, mais c'est la liberté d'expression. Et on voit ce multiple poids, multiple mesure qui est insupportable. C'est ça qui est insupportable. Je parle là pas parce que je suis noir, je parle en tant qu'être humain. J'essaie vraiment de me décentrer le plus possible du problème, mais c'est impossible à comprendre. Et pour le comprendre, on arrive à le comprendre. On arrive à le comprendre parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est ancré dans la société blanche de ce pays. Le racisme est inexistant pour les Blancs parce que c'est ancré dans leur inconscient. C'est des siècles et des siècles de conditionnement où on vous a appris que cet être humain-là est inférieur à vous et vous avez du mal à voir les choses autrement. Aujourd'hui, dans les mots, on sort plein de choses, liberté, égalité, fraternité, mais dans les faits, votre silence, vos réactions et votre tendance à systématiquement toujours être dans le déni et dans les comparaisons inappropriées montrent bien qu'il y a un malaise profond et une incapacité à ouvrir les yeux et à se remettre en question. Pourtant, ça ne vous ferait aucun mal. Tu n'es en rien responsable de l'esclavage qui a été fait il y a 300 ans. Tu n'es en rien responsable de la colonisation qui a été passée. Par contre, tu es en partie responsable de ce qui se passe aujourd'hui, du refus catégorique de regarder ce passé qu'on a en commun ensemble. Pourquoi regarder ce passé? On ne va pas ressasser le passé pour dire t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, on s'en fout. Ce qui a été fait a été fait. L'histoire, s'il doit avoir un rôle politique,
L'histoire devrait rester une science qui a pour but de transmettre des événements passés. Si elle devait avoir un but, un objet politique, c'est peut-être cette volonté de regarder le passé, d'observer nos erreurs pour ne pas les répéter. Aujourd'hui, on est dans cette situation parce qu'on refuse de regarder ce passé-là, on refuse de regarder ce qui se passe aujourd'hui, et évidemment, donc les problèmes qui sont là aujourd'hui et qui n'existent pas, ne seront pas résolus encore demain. Donc ça, c'est le premier pas. Je pense que le premier pas à franchir, c'est ouvrir les yeux, prendre le courage, se dire que ça ne va rien nous faire de regarder le passé. Le problème, il y a une catégorie de la population qui non seulement ne veut pas de ça, mais est dans le déni de ça. Vous voyez bien qu'on a eu des personnes qui ont quand même poussé à ce qu'on mette dans la loi les effets positifs de la colonisation. L'homme blanc aujourd'hui qui pense être, je dis l'homme blanc, excusez-moi, je n'ai pas généralisé, mais il y a un moment quand on parle d'une tendance qui est majoritaire dans la conduite de la société, on est obligé un peu de généraliser. C'est caricatural, ça nous permet de montrer bien les idées. Il y a des personnes, moi j'ai parlé à des personnes qui sont convaincues aujourd'hui que oui, les Blancs sont au sommet de l'échelle, je veux dire, de l'intelligence de l'humanité. Si vous êtes au sommet de l'échelle de l'intelligence de l'humanité et que vous dirigez aujourd'hui le monde depuis la révolution industrielle et on voit où on va, je veux dire, il y a un constat, c'est que vous avez quand même merdé. Moi, je veux bien accepter que vous soyez au-dessus. Mais si vous êtes au-dessus et que vous nous menez là dans une mort quasi certaine, il serait peut-être question de se remettre en question, de regarder les choses et d'avoir une discussion un peu plus, on va dire, sereine et réfléchie. L'esprit critique qu'on a dans ce pays est très 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 aiguisé, très futé pour analyser le monde, ce qui se passe ailleurs, mais absolument pas pour se remettre en question ou remettre en question ce qu'on a ici. Là, on peut l'extrapoler sur plein de domaines, mais pour revenir à notre domaine, on voit bien là que le problème qu'on a une semaine après l'affaire Floyd, c'est la polémique. Pourquoi les gens manifestent? Est-ce qu'ils sont en train de se victimiser comme d'habitude? C'est là la polémique actuelle sur les réseaux sociaux. Ce n'est plus le problème du racisme. Vous voyez, je vous ai parlé de l'affaire Finkielkraut, ça n'a pas fait de polémique. C'est tout le monde se lève parce que c'est une cause universelle, tout le monde fait bloc et on fait une marche et on dit non, même si ça n'est pas toujours suivi des faits. Il n'y a pas de polémique. Parce que personne ne va oser polémiquer sur une cause, je dis aussi élémentaire. Si c'était un chat qui était torturé et tué en public, un chien, la condamnation ne susciterait aucune polémique. Parce qu'on considère que dans nos valeurs humaines et humanistes, ça ne devrait pas arriver. D'accord? Mais c'est des Noirs. Personne ne réagit. Ou en tout cas, vous avez vu dans les médias? Moi, j'ai entendu sur France Info dire qu'aux États-Unis, la fronde continuée par la communauté noire et les activistes de gauche. J'ai entendu dire que les Blancs qui manifestaient aux côtés des Noirs, c'était des activistes de gauche. Franchement, moi, si j'étais noir, si j'étais blanc, et que devant un tel événement, je veux dire, qui touche la dignité humaine, j'entends dire que pour qu'un blanc réagisse, il faut qu'il soit activiste de gauche ou autre intégriste ou autre anarchiste. Moi, je me sentirais insulté. Je me sentirais insulté parce que je pense que c'est la moindre des humanités d'être choqué ou de réagir. Alors, ça ne change pas le fait qu'il y a d'autres morts, il y a d'autres choses, je veux dire, à chaque jour, ça peine. Il n'y a pas de hiérarchie des violences ou de hiérarchie des malheurs ou de hiérarchie de... Ce mécanisme qui vient te dire, oui, mais il y a des morts en Afrique tous les jours, machin, etc., c'est mettre dans la même échelle pour essayer d'effacer, comme ça, il n'y a pas de problème, circuler, il n'y a rien à voir. Là, on parle d'une chose, soit tu viens, tu te sens concerné, tu en parles, tu ne te sens pas concerné, mais tu vas faire tes affaires. Viens pas dire aux gens pourquoi, qu'est-ce qui doit les toucher, par quoi ils doivent se sentir touchés ou par quoi ils doivent se sentir blessés. Ça, c'est insupportable. Ce n'est pas supportable. Bon, bref. On en revient, donc on va descendre un peu là, parce que là, je commence à monter. On en revient à cette polémique. Et je vous l'ai dit, c'est le problème quand il y a la marche des Zemmour, c'est le problème dans plein de choses. Quand il y a les scandales des multinationales, on a H&M qui fait des publicités ouvertement racistes, provocatrices. Le but, c'est ça. Le but, c'est, j'avais fait une vidéo il y a 2 ans sur la communauté noire, le piège de la lutte contre le racisme. Et effectivement, ça nous amène à ce piège-là parce que comme nous sommes de réagir, comme nous sommes parce que cette colère-là, cette absence de réaction-là, nous met dans une telle colère qu'on se sent obligé de réagir parce qu'on se dit, si on ne réagit pas, il ne se passera jamais rien. Et cette réaction est retournée contre nous. Et cette réaction présente des écueils, cette réaction présente des pièges. Le piège de s'identifier tous noirs, le piège d'un communautarisme.
Or, on ne peut pas lutter contre un racisme, le racisme, par une autre forme de racisme. Vous voyez, le communautarisme, c'est de dire nous sommes noirs, je veux dire, des Sud-Africains ou Mozambicains ou Noirs américains ou Suédois d'origine congolaise, t'es noir, je suis noir, on a la même cause. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce qu'on a des histoires de vie différentes, on a des histoires différentes tout court, et qu'on a des préoccupations au quotidien qui sont différentes, et que ce n'est pas parce qu'on nous oblige sur cette cause-là à faire front commun que nous avons les mêmes préoccupations. Et c'est pour ça que ça ne marche pas, parce qu'en vrai, nous n'avons pas les mêmes préoccupations. Chacun a les préoccupations de sa vie au quotidien. Au quotidien. Et même, je dirais, dans l'expression du racisme, quand tu te présentes et que tu sens que tu es jugé par la seule couleur de ta peau, ce qui te choque, c'est ça. C'est que tu as envie de dire, ben, je suis prof de danse, je suis infirmier, je suis ingénieur, je suis maçon, je suis ceci, je suis cela aussi, et je ne suis pas assimilé à une couleur. Tu vois? Donc, il y a une forme de contradiction du coup qui va naître de ce piège, parce qu'on va vouloir en même temps demander à être considérés comme des êtres humains individuels à part entière, et en même temps, en l'absence de front et de lutte coordonnée, en l'absence de réaction de cette grande majorité, parce que le problème du racisme anti-noir, c'est pas les noirs, c'est la grande majorité blanche. Je veux dire, le racisme n'a pas été créé par le noir. Je veux dire, c'est des scientifiques de l'époque, racistes, qui ont décidé de catégoriser les races, les êtres humains par race supérieure et race inférieure, parce que dans sa volonté de se développer par la domination de l'autre, l'homme blanc avait jugé que ce n'était pas forcément compatible d'aller faire travailler des noirs quand on était à l'église, et que Jésus disait qu'il fallait considérer les frères, les autres comme des frères. Donc il fallait donner une explication. L'explication, c'était que Dieu lui-même avait décidé que cet être-là était inférieur. Je veux dire, ça, c'est un lavage de cerveau sur des générations. Ce n'est pas un problème né des Noirs, c'est un problème né des Blancs. Et il faut qu'ils en prennent conscience, qu'ils l'ont dans leur inconscience, qu'ils le regardent en face. Il faut que vous preniez conscience qu'aujourd'hui, au quotidien, vous êtes en permanence en train de cautionner le racisme ordinaire tous les jours, pour au moins pouvoir faire un pas vers dans la lutte contre ce racisme. Ce n'est pas juste se scandaliser quand il y a une insulte ou un acte raciste ou machin, c'est des choses du quotidien, de tous les jours. De tous les jours. Je prends un autre exemple. Dans le quotidien inconscient, la dignité humaine, dans les images au sein des médias, est respectée. Quand il y a un mort, sur les images, on ne voit pas les morts. On a eu des attentats, on a eu le Bataclan, le Charlie Hebdo, on a eu aussi des accidents qui ont causé beaucoup de morts. Et vous voyez bien que dans le média, quand il y a des morts, je veux dire, on n'a vu aucune victime du Bataclan à la télé. Aucune victime de l'attentat de Nice à la télé. Et même plus loin, Fukushima, tout ça, Canada, qui a des victimes, vous ne voyez jamais les victimes à la télé. La presse ne montre, parce que même mort, l'être humain a droit à une dignité. Pourtant, en Côte d'Ivoire, combien de semaines on a vu circuler un homme noir étendu comme ça dans la rue avec les mouches autour? Non, c'est pas la même dignité. Quand c'est en extrême, au Moyen-Orient, c'est des Arabes ou c'est des machins, on montre des corps déchiquetés. C'est plus la même dignité. On n'a plus droit à la même dignité. Et ça, vous le voyez, mais c'est censuré. Je veux dire, vous n'avez même pas pris conscience qu'on vous montre des choses sur une échelle de valeurs très différente. Quand il y a des morts en Afrique, que ce soit un attentat ou un machin, on a toujours des images où on voit des morts. On le voit. En Europe, ça n'arrive jamais et ça ne pose pas de problème. Ça fait partie du racisme inconscient qu'on a instauré sur le fait de l'inégalité des hommes. Et ça, tant qu'on n'aura pas pris conscience de ça, on n'aura pas avancé. Moi, l'idée, c'était ça. Dans cette première vidéo, c'est vraiment de ça que je voulais vous parler. Je vous parlerai prochainement des 2 livres que j'ai là, notamment. Mais dans un premier temps, j'aimerais bien vraiment vous inviter à cette réflexion-là. Et en attendant, j'appelle donc du coup les Noirs qui ont accès à cette vidéo, ceux qui peuvent mettre en commentaire dans leur quotidien, parce qu'au travail ou dans tes interventions, le nombre de fois où tu dois prouver plus que les autres, et tu sais que tu le fais, tu l'as intégré du fait de ta couleur. Il faut parler maintenant. Il faut vraiment parler de ça. Il faut vraiment saturer le débat pour que les gens comprennent qu'ils ne peuvent plus fermer les yeux. C'est ça en fait le défi. C'est vraiment poser la question de manière tellement forte que tout le monde comprenne qu'on ne peut plus fermer les yeux. Ce sera pareil pour le racisme, comme pour d'autres formes d'injustice, je pense qu'ils doivent nous mouvoir pour une lutte simplement
vers un retour de valeurs réellement humanistes, sans lesquelles nous n'avons aucun avenir en commun. Voilà, donc moi je vous invite à cette discussion-là, je vous invite vraiment à y participer et j'espère qu'on en tirera quelque chose de constructif. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite.